Accusé, de cruauté par mes parents, me reprochant mon inaction face à la détresse de ma sœur devant 22 proches, je révèle un dossier. Il détaille 6 ans de soutien financier, 214 000 € preuve à l'appui. Face à leur stupeur, je ferme le chapitre. Le dossier a fait un bruit en atterrissant sur la table. Pas un bruit fort. C'est ce que je veux que vous compreniez d'abord. Avant toute chose, ce n'était pas dramatique. Pas le genre de fracas que l'on verrait dans un film. C'était plat. Sec. Le bruit que fait un verdict quand quelqu'un le dépose. Le son qui dit, ceci est un document, et les documents ne mentent pas, et vous êtes sur le point de passer un très mauvais après-midi de Noël. 22 personnes dans la salle à manger de mes parents à Chartres, Eure-et-Loir. Les cousins Dubois avaient réquisitionné la table pliante sortie du garage, la plus jeune de Théo travaillait encore un sucre d'orge qu'elle avait eu dans son chausson de Noël, le papier rayé se déroulait dans son poing. La fourchette de ma tante Brigitte était à mi-chemin de sa bouche. Quelqu'un avait apporté un gratin de poulet à la texane que personne n'avait touché. Les bougies de Noël étaient celles au parfum de pin que ma mère achète chaque décembre à la section à prix unique d'un grand supermarché, la cire ramollie par la chaleur du four, toute la maison sentait le dinde rôti et le pain artificiel. Et ce genre de tension spécifique qui ne s'annonce pas avant d'être déjà assise à votre table. Ma mère pleurait. Elle s'y était mise à peu près à la 10e minute, quand la conversation était passée de « Comment va l'année de chacun » à « Amélie a besoin d'aide avec son nouvel appartement ». Ma mère pleure comme certaines personnes éternuent par groupe de 3, on le voit venir. On se prépare. On attend que ça passe. Elle utilisait une serviette en tissu, ce qui est un niveau d'engagement que j'ai toujours trouvé révélateur. Mon père était en bout de table. Gérard Mercier, 64 ans, un homme qui prononçait des phrases complètes peut-être 3 fois par an et avait choisi ce moment pour en faire une. Il m'a montré du doigt. Pas un geste vague, un poing, l'index étendu, le genre qu'il réservait autrefois aux gens qui le coupaient sur l'autoroute. Ta sœur se noie, a-t-il dit, et tu ne lèveras pas le petit doigt. Je l'ai laissé finir. J'ai laissé ma mère terminer sa phase de serviette. J'ai laissé la table l'absorber comme les pièces absorbent lentement les mauvaises nouvelles, puis tout d'un coup, tout le monde s'immobilisant en séquence, la fourchette de tante Brigitte est retournée à son assiette. Les enfants de Théo ont arrêté le sucre d'orge. Le genou de quelqu'un a craqué sous la table. Je me suis assise, les mains à plat sur mes cuisses, et j'ai compté jusqu'à 4, une technique que j'ai empruntée à une formation d'infirmière il y a des années, avant de finir dans l'administration. 4 comptes de rien. C'est assez de temps pour se souvenir de ce qu'on est venu faire. Puis j'ai repoussé ma chaise. Mon sac était près de la porte, un sac cabas en toile noire, vieux de 3 ans, la poignée effilochée sur le côté gauche que j'ai toujours l'intention de remplacer. Je l'ai ramené à la table et l'ai posé à côté de mon assiette. J'ai plongé la main. J'en ai sorti une enveloppe Kraft, de 23 par 30 cm, avec des onglets de 6 couleurs le long du bord droit. Je l'ai posée sur la table entre le centre de table et le gratin de poulet à la texane de ma tante, intouché. 6 ans, ai-je dit. J'ai gardé ma voix à un registre normal, car je n'ai jamais eu besoin de volume. 214 000 €. 23 virements bancaires. 147 pages. J'ai ouvert le premier onglet, logement d'urgence. Première année. Un relevé bancaire de mon compte courant personnel, janvier d'il y a 6 ans, montrant un virement de 18 000 € à une société de gestion immobilière à Saint-Marceau. Mon nom dans la ligne de libellé. Je mets toujours mon nom dans la ligne de libellé. 11 ans dans l'administration hospitalière vous façonne ainsi. Ce besoin réflexe de tout documenter, y compris des choses que personne ne pensera jamais à auditer. J'ai glissé la page au centre de la table. Voilà à quoi ressemble lever le petit doigt au poing. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Mon père a tourné la tête non pas vers moi, non pas vers le dossier, mais vers la fenêtre derrière lui. Soudain très intéressé par le jardin. Il n'y avait rien dans le jardin. Il n'y avait jamais rien dans le jardin en décembre à Orléans, juste du givre sur l'herbe et les gouttières du voisin qui se décrochaient dans le coin sud. Amélie était à l'autre bout de la table. Elle regardait son assiette. Elle regardait son assiette depuis que j'avais plongé la main dans mon sac, ce qui me disait tout ce que les 6 dernières années avaient déjà suggéré, de manière plus subtile, dans des pièces avec moins de témoins. J'ai refermé le dossier, l'ai remis dans mon sac, j'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise,
je me suis levé, et j'ai tendu la main vers le plat de gratin de haricots verts. Je l'avais fait ce matin-là, la vraie version, avec des haricots frais et des oignons frits faits maison, pas ceux en conserve. Mon nom était sur le ruban adhésif au fond. Je ne le laissais pas. Joyeux Noël, ai-je dit. Je suis allé à la porte et je l'ai refermée derrière moi. Pas un claquement. Juste le doux clic mécanique d'un loquet qui s'enclenche. Honnêtement, le son le plus dévastateur. Un claquement est un sentiment. Un clic est une conclusion. Le Porsche. 3 secondes. Peut-être 4. La rue était silencieuse comme elle l'est les après-midi de Noël, après que la matinée est terminée et que les enfants sont rentrés à l'intérieur, et que le quartier se livre à cette immobilité particulière qui se situe à mi-chemin entre la paix et l'épuisement. Au bout du pâté de maison, la guirlande lumineuse à l'ancienne de quelqu'un clignotait sans cesse, allumée, éteinte, allumée, éteinte, le genre où toute la guirlande s'éteint quand une ampoule lâche. Quelqu'un avait trouvé le problème et l'avait apparemment réparé. Les lumières clignotaient quand même. Je suis allé à ma voiture. Mais je devrais commencer par le début. Parce que le dossier représentait 6 ans de quelque chose. Et pour que vous compreniez ce que cela a coûté, pour comprendre ce que cela signifiait de le transporter dans cette maison dans un sac cabas en toile avec une poignée effilochée, de le poser sur la table de Noël entre le centre de table et un gratin que personne n'avait touché. Vous devez commencer là où j'ai commencé. Il y a 6 ans. 2 heures du matin. Mon téléphone sur ma table de chevet, l'écran s'illuminant avec le nom de ma sœur. Laissez-moi vous parler de cet appel. 6 ans plus tôt. Ma vie tenait dans un tableur. Pas celui que je tenais pour Amélie, celui-là est venu plus tard. Je parle du genre général. L'onglet pour le solde de mon prêt étudiant, que je réduisais depuis 4 ans et dont je pouvais maintenant voir le fond. L'onglet pour mon compte d'épargne, qui avait dépassé les 20 000 € en avril précédent et que j'avais marqué d'un petit astérisque sans autre commentaire. Parce que je ne célèbre pas les choses autant que je les note. L'onglet pour mon budget course, qui s'élevait à environ 80 € par semaine, et que je n'avais jamais dépassé, non pas parce que je n'en avais pas les moyens, mais parce que j'aimais savoir que je ne l'avais pas fait. J'avais été promu 8 mois auparavant. J'étais coordinatrice senior pour les services aux patients à l'hôpital Sainte-Marie, ce qui signifiait que je gérais une équipe de 12 personnes et traitais environ 40 recours par semaine et partais rarement avant 18h30. Mais je construisais quelque chose. L'appartement était petit et entièrement le mien et sentait le café, et la légère odeur industrielle du pressing que je récupérais tous les 2 jeudis. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était une vie que j'avais bâtie de toutes pièces et documentée au fur et à mesure. Mon téléphone s'est illuminé à 2h17 du matin. Le nom d'Amélie. J'étais réveillé. Je ne dors pas profondément même dans des circonstances ordinaires, et c'était des circonstances ordinaires. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était étrange. Pas en pleurs, pleurer aurait été plus facile à comprendre. Elle était plate. Contrôlée de la manière spécifique dont les gens se contrôlent quand ils retiennent quelque chose de très important et qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui se passera s'ils arrêtent de retenir. Elle m'a donné une adresse sur la rue du Faubourg Saint-Jean et a dit, « Il faut que tu viennes me chercher. » Je n'ai pas demandé pourquoi. Je me suis habillé. L'adresse était un 2 pièces dans un immeuble que je n'avais jamais eu de raison de remarquer, à 3 pâtés de maison d'un Carrefour Market au nord, le système de sonnette du haut la moitié cassé, elle a donc dû descendre pour me faire entrer. Léa avait 18 mois et dormait dans un lit parapluie dans le coin du salon, entourée d'un cercle d'animaux en peluche que quelqu'un, Amélie, sans doute, dans le laps de temps qu'elle avait arrangé autour d'elle avec soin. Amélie était à la table de la cuisine, dans un sweat à capuche, même si l'appartement n'était pas froid. Elle avait une tasse devant elle. Le thé était devenu froid. Elle était enceinte. 6 mois? Peut-être 7, je pouvais le voir clairement même à travers le sweat. Je n'ai rien dit à ce sujet non plus. Elle a remonté un peu sa manche pour attraper la tasse, puis s'est arrêtée, l'a remise. Il y avait une échymose sur son avant-bras, jaune-vert sur les bords, plus ancienne que quelques jours. Je l'ai noté comme je note un code d'assurance signalé où quelque chose ne va pas ici, et la source de ce qui ne va pas n'est plus en question. Et ce qui importe maintenant, c'est la documentation et l'étape suivante. J'ai rempli la bouilloire et trouvé les sachets de thé dans l'armoire au-dessus de la cuisinière. Parce que dans chaque cuisine,
les sachets de thé sont dans l'armoire au-dessus de la cuisinière, et je lui ai fait une tasse fraîche et l'ai posée et me suis assise en face d'elle. Elle a regardé la tasse pendant un moment. Puis elle a dit, « Je sais que tu as essayé de me prévenir. Faire du thé en situation de crise n'est pas une solution. C'est quelque chose à faire avec ses mains pendant que l'autre personne trouve les mots. » J'ai gardé mes mains autour de ma propre tasse, qui était vide, et je n'ai pas dit les choses que j'aurais pu dire, qui étaient vraies et auraient été inutiles, et j'ai attendu. « Il est parti », a-t-elle dit. « Il a tout déménagé la nuit dernière. » J'ai ouvert mon ordinateur portable. Service d'aide aux victimes de violences familiales du Loiret. Aide juridique. Procédure d'ordonnance de protection. Loiret. J'ai consulté le site web du tribunal de grande instance du Loiret et j'ai trouvé les instructions de dépôt et les ai lues une fois. La façon dont on lit un formulaire d'admission de patient à la recherche de ce qui est requis, de ce qui est facultatif, de l'échéancier. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Amélie m'a regardé sans me demander ce que je faisais. J'ai viré 3 000 € sur son compte. Ligne de libellé, logement d'urgence. J'ai mis mon nom dans le libellé parce que je mets toujours mon nom dans le libellé et parce que j'avais déjà compris, assise dans cette cuisine à 3 heures du matin, que ce ne serait pas le dernier virement. J'ai fermé l'application et mis l'ordinateur de côté. Je t'enverrai le numéro d'une avocate demain, ai-je dit. Elle s'occupe des ordonnances de protection. Elle est bonne. Amélie a hoché la tête. Elle a bu le thé. Avant de partir, je suis allé voir Léa. Elle était sur le dos dans le lit parapluie, un poing sous le menton, l'autre à plat contre le matelas, son visage affichant cette détente particulière que les visages ont en sommeil profond quand il n'y a plus aucune performance en eux. Quelqu'un l'avait mise dans une barboteuse avec de petits canards jaunes. Un coin de sa couverture avait glissé et j'ai tendu la main pour la remonter, puis je suis resté là un instant, la main sur le rail du lit, à la regarder dans l'obscurité. Je suis retourné à la cuisine et j'ai dit à Amélie de verrouiller le pen après mon départ. Le trajet de retour a duré 20 minutes sur la 28 sans circulation à 7 heures, l'autoroute presque vide, la silhouette d'Orléans faisant sa chose modeste habituelle dans le rétroviseur. Les vitres ont commencé à s'embuer quelque part autour de la sortie de la rue de Paris et j'ai augmenté le désembuage. J'ai pensé au mariage, pas à l'ensemble, juste à un cadre spécifique. Moi-même debout à la réception avec une coupe de champagne, souriant à quelque chose qu'un des garçons d'honneur avait dit. Je savais déjà ce que je savais, et j'avais souri quand même, parce que le mariage avait déjà eu lieu, et savoir et sourire était la seule option disponible, et j'étais très doué pour les options disponibles. Je suis rentré à 4h20. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai appelé personne. J'ai ouvert mon tableur pas l'onglet du prêt, pas l'onglet de l'épargne, mais un nouveau. Je l'ai intitulé au fonds de réparation maison, parce que personne ne regarde jamais 2 fois un tableur appelé au fonds de réparation maison. J'ai entré la première ligne. Janvier, 3 000 €. Je l'ai mis dans la colonne que j'ai étiquetée et virée. Puis je suis allé me coucher. Ce fut la première brique. J'en ai posé 211 000 de plus, une par une, au cours des 6 années suivantes. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais presque fini. Je n'arrêtais pas de penser qu'Amélie était presque stable, que je pourrais bientôt fermer l'onglet, que je pourrais en ouvrir un autre. Je ne l'ai jamais fait. Pas avant que le dossier ne soit plein. La première chose que vous devez comprendre à propos de ce que j'ai construit, c'est que ce n'était jamais censé être permanent. Je me suis dit la première année que je couvrirais les coûts immédiats, la caution du logement, les honoraires de l'avocat, les premiers mois de loyer, puis Amélie se stabiliserait, et je fermerais l'onglet, et ce serait la fin. J'avais un plan. J'ai toujours un plan. Je travaille dans l'administration des soins de santé. Je traite les recours. Je gère les délais. Je maintiens une documentation si minutieuse que mon prédécesseur m'a laissé un mot le jour de son départ qui disait simplement « Raphaël, tu es la seule personne dans cet immeuble qui n'aura jamais besoin d'un avocat pour prouver ce qu'elle a fait. » J'ai pensé que c'était un compliment. Je pense toujours que c'était un compliment. La création d'une SARL en France coûte 125 € et prend environ 20 minutes en ligne, ce qui est considérablement moins compliqué que la plupart des choses que cela m'a finalement permis de faire. J'ai enregistré le service à domicile Mercier SARL en mars de la première année, techniquement pour le logement locatif que je possédais à l'Est, pratiquement pour la trace écrite. Faire passer les virements par une SARL est plus propre, moins d'exposition. Si quelqu'un avait jamais regardé,
il aurait vu des dépenses de gestion immobilière, ce que personne ne regarde deux fois. J'ai créé un deuxième onglet dans le tableur pour les reçus et les étiquetés factures fournisseurs. Puis j'ai mis un rappel dans mon calendrier chaque premier du mois, étiqueté admin domicile, pour ne pas oublier. L'ordonnance de protection d'Amélie est passée en avril. Damien Leroy, Loiret, dossier numéro 21 DR 04-471. Je l'ai entré dans le tableur sous une colonne que j'ai appelée note. Non pas parce que j'avais besoin du numéro de dossier et je n'étais pas son avocate, mais parce que j'avais appris, après 11 ans à traiter des litiges d'assurance, que le détail que l'on n'enregistre pas est toujours celui que quelqu'un demande plus tard. Damien a quitté le Loiret avant l'été. Amélie a trouvé un 3 pièces à Saint-Marceau, à 3 pâtés de maison d'une bonne bibliothèque publique. J'ai payé la caution et les 2 premiers mois directement. Jules est né en septembre petit, prématuré, en bonne santé. Je l'ai noté. Septembre, première année. Jules. 3 kilos, 100. Va bien. Une ligne. Je ne suis pas sentimental en matière de documentation. La deuxième année, Amélie a commencé une thérapie. Elle a trouvé elle-même le cabinet, un groupe sur la rue Royale spécialisé dans les traumatismes. Je les ai appelés un mardi après-midi et j'ai donné ma carte à la réceptionniste et j'ai dit que je prendrais en charge les factures pour Amélie Leroy. La réceptionniste n'a pas demandé qui j'étais. Elle a dit, bien sûr, nous pouvons faire cela, avec le ton spécifique de quelqu'un qui a déjà eu cette conversation et la trouve banale. 2200 € par mois pour Amélie. 800 € pour Léa, qui avait 2 ans et demi et avait apparemment des opinions sur les voix fortes qu'une psychologue pour enfants l'aidait à gérer. Je n'ai pas demandé de détails. J'ai payé les factures quand elles sont arrivées. Jules a commencé à faire ce que font les tout-petits, à répéter un mot jusqu'à ce qu'il signifie quelque chose au up, quand il voulait être porté. Mu pour le lait. Rache d'une manière ou d'une autre. Finalement, pour moi, bien que je n'y sois que les dimanches s'alternaient. Léa a commencé la maternelle en septembre. Son sac à dos avait une grenouille dessus. Je le sais parce qu'Amélie a envoyé une photo au groupe de discussion familiale. Léa dans l'allée, plissant les yeux au soleil du matin. Sac à dos énorme. Les yeux de la grenouille s'alignaient à peu près avec ses omoplates. Ma mère a répondu par 3 émojis cœur. Mon père a envoyé un pouce levé. J'ai envoyé, si grande. Passe une excellente journée, Léa. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Pas à propos de Léa. À propos d'Amélie, à quel point elle allait bien, compte tenu de tout. À quel point elle était forte. Comment elle s'était remise sur pied sans rien demander à personne. J'étais à ma table de cuisine quand elle a appelé. Ordinateur portable ouvert. Regardant la confirmation de virement de ce mois-ci de service à domicile Mercier SARL à un cabinet de traumatologie de la rue Royale. C'est super, maman, ai-je dit. Elle ne se plaint pas, a dit ma mère. Elle gère juste. C'est juste comme ça qu'elle est. Je sais, ai-je dit. J'ai raccroché. Je suis retourné à la confirmation de virement. 2200 €. 800 €. Mon nom dans le libellé parce que je mets toujours mon nom dans le libellé. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai lavé les 2 plats dans mon évier et je suis allé me coucher à 21h15. Je n'ai pas rappelé ma mère. Il n'y avait rien à dire que je sois prête à dire. La 3e année, c'était Pâques. Mes parents recevaient, comme ils le font chaque année au jambon à l'os en spirale, le plat de gélatine verte que personne ne mange, des œufs mimosa faits d'après la recette de ma grand-mère, qui implique une quantité de relish que j'ai toujours trouvée agressive. Les cousins du bois étaient là, tante Brigitte, avec le bon vin qu'elle sort pour les fêtes, et le mauvais vin qu'elle boit elle-même. Les nouveaux voisins d'en bas, les Lemaire, avaient été invités, un couple de retraités, joyeux, récemment déménagés de Tours. Amélie est venue avec Léa et Jules. Jules avait 1 an et demi, jouron des sérieux, ne marchait pas encore d'un pas assuré, s'accrochant toujours aux meubles au fur et à mesure. Léa avait 3 ans et s'était récemment très intéressée au verre, qu'elle discutait longuement avec quiconque restait assis. J'étais près du comptoir de la cuisine, un œuf mimosa sur une assiette en carton, quand j'ai entendu ma mère diriger les Lemaire vers Amélie. C'est ma fille cadette, a-t-elle dit. J'entendais la fierté s'organiser dans sa voix, la chaleur spécifique qu'elle réservait à une histoire dont elle était fière. Elle a tellement traversé ces dernières années.
Elle élève ses 2 petits pratiquement seule. Elle l'a fait elle-même. Du début à la fin. Madame le maire a regardé Amélie comme les gens regardent quelqu'un qui a survécu à quelque chose. Ça a dû être si difficile, a-t-elle dit, le faire seule avec 2 petits. Amélie a souri. C'est une bonne souriante au naturel, le genre qui atteint les yeux. Oui, a-t-elle dit. Mais on fait ce qu'on doit faire. J'ai mangé l'œuf mimosa. Il aurait fallu plus de relish, en fait. Ma grand-mère avait raison pour la relish. Puis je suis allé prendre un verre d'eau et je suis resté à l'évier 1 minute à regarder par la fenêtre le jardin, qui en avril avait l'air défait d'une pelouse qui avait survécu à l'hiver et ne savait pas encore ce qui venait ensuite. Ce soir-là, j'ai ouvert le tableur et j'ai ajouté une ligne à la colonne des notes. Année 3. Mois 4. Pâques. Amélie a dit, on fait ce qu'on doit faire. Documenter. J'avais commencé à faire cela, enregistrer les choses qu'Amélie disait. Pas les éléments financiers. Ceux-ci avaient leur propre colonne. C'était un autre type de registre. Je me suis dit que c'était une habitude. Le réflexe de documentation de quelqu'un qui passait 10 heures par jour à construire des traces écrites pour les décisions des autres. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Et quelque part en dessous de l'habitude, il y avait une raison que je ne regardais pas encore directement. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai continué à l'alimenter quand même. En l'an 4, j'avais commencé à penser que j'en voyais la fin. Pas la fin de m'occuper d'Amélie et des enfants, ce n'était pas quelque chose qui avait une fin. Mais la fin de l'arrangement financier, des virements mensuels, des factures du cabinet de traumatologie de la rue Royale qui arrivaient dans ma boîte mail le 15 de chaque mois avec le même objet, relevé service à domicile Mercier SARL. Amélie travaillait à temps partiel dans une clinique pédiatrique à l'Est depuis le printemps précédent. Pas beaucoup ou 12 heures par semaine à l'accueil, mais assez pour couvrir les courses avec un peu de reste. Léa avait commencé le CP à l'école publique à 2 pâtés de maison de l'appartement d'Amélie, qui avait une bonne réputation et une bibliothécaire qui faisait apparemment des voix pendant l'heure du compte. Un détail que Léa mentionnait chaque fois que je la voyais. Jules, 2 ans et demi, avait des opinions sur tout, la plupart exprimées à volume significatif. Il allait bien. Ils allaient tous les 2 bien. La thérapie fonctionnait. Amélie avait cessé de reporter ses rendez-vous. C'est ce que j'avais visé. Et pendant un certain temps en l'an 4, cela a vraiment semblé fonctionner. Puis Amélie a appelé un jeudi après-midi d'août. Elle n'a rien introduit. Pas de préambule, pas de contexte. Il y a un programme d'aide-soignante à l'université d'Orléans, a-t-elle dit. Aide-soignante certifiée. 16 semaines, soir et week-end, pour que je puisse garder mon travail à la clinique. 4 800 € pour le programme complet. Une pause, pas longue. J'ai cherché des aides financières. Le seuil de revenu est trop élevé. Elle avait fait des recherches avant de m'appeler. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Envoie-moi le lien d'inscription, ai-je dit. Elle l'a envoyé. J'ai payé les frais de programme en ligne cet après-midi-là, facturés sur la carte que je gardais spécifiquement pour les dépenses de service à domicile Mercier. J'ai ouvert le tableur et j'ai ajouté la ligne, août, année 4. Programme aide-soignante, Université d'Orléans. 4 800 €. J'ai classé l'email de confirmation dans un dossier étiqueté reçu fournisseur éducation. Puis j'ai préparé le dîner, j'ai regardé 40 minutes de quelque chose à la télévision et je suis allé me coucher. Ce que je n'ai pas fait, c'est d'examiner l'appel téléphonique trop attentivement. Le ton neutre. La façon dont elle a dit le seuil de revenu est trop élevé comme une information plutôt qu'une plainte. La façon dont elle a attendu juste assez longtemps pour que la pause soit enregistrée avant de passer à autre chose. La façon dont elle n'a pas dit merci, ne l'avait pas dit depuis un certain temps. De la même manière qu'on ne remercie pas le sol d'être là quand on marche dessus. J'ai classé cela dans la même colonne que le reçu. Je ne l'ai pas étiqueté. 3 semaines plus tard, ma mère a appelé. Je prends juste des nouvelles, a-t-elle dit, ce qu'elle dit quand elle ne prend pas juste des nouvelles. Nous avons parlé du temps que ce septembre était arrivé plus frais que prévu, ce qui était soit un bon signe, soit un mauvais, selon l'hiver. Nous avons parlé de ma tante Brigitte, qui avait une nouvelle voisine avec un chien qui aboyait. Puis ma mère a dit, as-tu entendu parler du programme d'Amélie ? La certification d'aide-soignante, ai-je dit.
N'est-ce pas merveilleux? La fierté dans sa voix était réelle, c'est la chose sur laquelle je veux être précise. Ma mère ne joue pas un rôle quand elle parle d'Amélie. Elle le pense, chaque mot, ce qui est son propre problème particulier. Elle a économisé elle-même pour cela. Elle a juste décidé qu'elle voulait le faire. Et elle l'a fait. Tu sais comment elle est. J'étais à la table de la cuisine. Mon téléphone dans ma main gauche, une tasse de café refroidissant sur le set de table devant moi. L'ordinateur portable était ouvert, j'avais examiné des réclamations avant qu'elle n'appelle. Une de ces situations de surcharge de travail du mardi soir que j'avais depuis longtemps cessé de trouver inhabituelles. 14 éléments en attente. J'étais sur le 3e quand le téléphone a sonné. C'est vraiment super, maman, ai-je dit. 16 semaines. Soir et week-end. Et elle a gardé son travail à la clinique tout le temps. Ton père a dit la même chose où il a dit, Carole, cette fille est incroyable. Point. Une brève pause. Le genre avec de l'emphase. Et elle l'est. Elle l'est vraiment. Elle travaille dur, ai-je dit. Elle n'a jamais demandé un seul centime à personne. Ma mère l'a dit avec une satisfaction particulière. La voix qu'elle utilise quand une chose à laquelle elle croit a été confirmée par des preuves. Cette fille a plus de fierté que nous deux réunis. 96 000 €. C'était le total à ce moment-là. Je n'avais pas besoin d'ouvrir le tableur pour le savoir. Je le savais comme je connais l'échéancier de traitement des recours ou la structure du ticket modérateur de notre réseau préféré parce que j'avais entré chaque ligne moi-même et certains chiffres s'imprègnent dans votre mémoire sans qu'on le leur demande. 96 000 € et pas un seul centime. C'est juste comme ça qu'elle est, ai-je dit. Elle gère les choses. Elle le fait vraiment. Un petit son de plaisir de ma mère. Le genre qui signifie qu'elle est à l'aise. Je n'arrête pas de dire à ton père que tu n'as pas à t'inquiéter pour Amélie. Elle retombera toujours sur ses pieds. Puis, comment vas-tu, ma chérie? Tu as l'air fatiguée. Je vais bien. Tu dors? Je vais bien, maman. Tu travailles trop dur. C'est quelque chose qu'elle me dit régulièrement, avec une sincère inquiétude, ce que j'ai toujours trouvé remarquable compte tenu du reste de la conversation. As-tu parlé à Amélie récemment? Tu devrais l'appeler plus souvent. Elle aurait besoin de sa sœur en ce moment. La cuisine était très silencieuse. Quelque part dans l'immeuble au-dessus de moi, quelqu'un déplaçait des meubles. Le lent raclement de quelque chose de lourd sur le parquet. Mon café était devenu complètement froid. Je sais, ai-je dit. Je le ferai. Bien. D'accord. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, maman. J'ai posé le téléphone sur la table. Je ne l'ai pas bougé pendant un certain temps. Le meuble à l'étage avait cessé de bouger. L'immeuble était devenu silencieux de la manière particulière qu'il adopte les soirs de semaine. Tout le monde s'était retiré dans son silence respectif. Toute la structure retenait son souffle. Dehors, la soirée de septembre faisait ce que les soirées de septembre font à Orléans en se rafraîchissant rapidement. La lumière devenait ambrée de cette manière spécifique qui fait que tout semble avoir déjà été photographié. J'ai regardé le café. J'ai regardé l'ordinateur portable. Toujours ouvert sur la file d'attente des réclamations. Élément 3 de 14 attendant exactement là où je l'avais laissé. J'ai regardé le téléphone. Puis j'ai ouvert le tableur. Pas les colonnes financières. Celles-ci étaient à jour, équilibrées, documentées au centime près. La colonne des notes. J'ai fait défiler jusqu'à la prochaine cellule vide et j'ai tapé, année 4, mois 9. Maman a dit, elle n'a jamais demandé un seul centime à personne. En dossier. Je suis resté assise un instant après l'avoir tapé, le curseur clignotant dans la cellule vide en dessous. Mes parents avaient construit une histoire. Amélie la survivante. Amélie la capable. Amélie qui l'a fait seule, la tête baissée et sa fierté intacte. C'était une bonne histoire, le genre qui maintient une famille unie à Pâques. Qui donne à une mère quelque chose à dire aux nouveaux voisins. Qui permet à un père de hocher la tête du bout de la table sans avoir à connaître les détails. Cela nécessitait très peu d'entretien. Cela ne demandait qu'une chose, que personne ne regarde derrière. Et personne n'allait regarder derrière parce que personne n'avait de raison de le faire.
Et la personne qui avait le plus de raison ne parlait pas. Je n'étais pas dans cette histoire. J'étais autre chose. La pièce où l'histoire était mise en scène. Les lumières qui la rendaient visible. Le sol qui n'était pas remercié d'être là. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'étais très doué pour les options disponibles. Je l'avais toujours été. L'année 5 a commencé avec l'appendicite de Jules. Octobre, mardi soir. Raphaël avait son manteau à moitié enlevé à son bureau à l'hôpital Sainte-Marie quand le nom d'Amélie s'est illuminé sur le téléphone. Pas un message pour l'appeler, ce qui était assez inhabituel pour qu'elle réponde à mi-chemin d'un haussement d'épaule, le manteau toujours sur une épaule. Jules se plaignait de douleurs abdominales depuis dimanche. Amélie l'avait emmené aux urgences mineures ce matin-là, on lui avait dit que c'était probablement un virus, elle était rentrée chez elle. Mardi après-midi, il avait 39,4 degrés Celsius de fièvre et avait cessé de manger. Le médecin urgentiste à l'hôpital des enfants d'Orléans a su en 20 minutes, Raphaël s'est rendu à l'hôpital. Elle n'a pas dit à Amélie qu'elle venait, elle est juste venue. Arrivant à la salle d'attente au 3e étage à 21h40, avec 2 cafés de la machine du 2e étage, ceux qui sortent plus beige que marron mais qui sont chauds. Elle est restée avec Amélie pendant 4 heures. Jules est sorti de l'opération à 1h50 du matin. Grognon et irritable et bien, complètement bien. Le chirurgien a dit que l'appendice était un cas d'école. Aucune complication. Il rentrerait chez lui dans 2 jours. Amélie a commencé à pleurer de la manière spécifique et libératrice de quelqu'un qui n'avait pas pleuré pendant 6 heures. Raphaël est rentré chez elle sur la 270 à 2h30, sans autre voiture sur l'autoroute, et le ciel d'octobre faisait quelque chose de grand et noir au-dessus. Elle n'a pas pleuré. Elle était fatiguée de la manière spécifique qui n'a pas de solution sauf le sommeil. Le lendemain matin, elle a appelé le service de facturation de l'hôpital avant que son propre service ne commence. Elle connaissait le processus où elle y avait travaillé en parallèle pendant 11 ans. Elle a payé l'estimation à l'avance. 41 000 €, le solde total projeté avant l'adjudication de l'assurance, parce que payer à l'avance réduisait parfois le total et réduisait toujours les délais, et elle ne voulait pas qu'Amélie gère un litige de facturation en plus de tout le reste. Elle l'a entré dans le tableur ce soir-là. Octobre, année 5. Appendicectomie de Jules. Hôpital des enfants d'Orléans. 41 000 €. 3 semaines plus tard, un mardi encore, fin novembre, 23 h. Elle a ouvert le tableur pour faire le point. Le total affichait 174 000 €. Elle l'a regardé un moment. Non pas sous le choc, elle avait mis à jour ce chiffre progressivement pendant 5 ans, et il ne l'avait jamais vraiment surprise. Mais le voir comme un chiffre unique, le poids accumulé de tout cela dans une seule cellule, était différent de le savoir ligne par ligne. 174 000 €. Elle avait 35 ans et avait passé les 5 dernières années à transférer 174 000 € de ses comptes à la vie d'Amélie. Elle a ouvert un deuxième onglet. Son plan d'épargne retraite d'entreprise. L'apport de l'employeur était à jour. L'hôpital contribuait à 3% indépendamment de son apport, ce qu'elle avait toujours considéré comme décent de leur part. Ses propres contributions volontaires. La dernière entrée datait de 14 mois. Elle avait arrêté sans vraiment décider d'arrêter. La façon dont on arrête d'appeler quelqu'un sans vraiment décider de ne pas l'appeler un mois, cela n'est pas arrivé, puis un autre, puis l'habitude s'était dissoute, et elle ne le découvrait que maintenant, en regardant la date du dernier dépôt. Elle avait 47 000 € en épargne retraite. Elle avait 35 ans. Selon toute projection raisonnable, elle aurait dû avoir le double. Elle a ouvert un autre onglet. Son solde de congé payé. Elle avait accumulé le maximum autorisé de 240 heures, que le système hospitalier plafonnait automatiquement et convertissait ensuite en paiement en espèces 2 fois par an si non utilisé. Elle avait pris ce paiement les 2 fois. Elle n'avait pas pris plus de 3 jours consécutifs en 4 ans. Elle a ouvert un autre onglet, le compte d'épargne pour les études supérieures de Léa, qu'elle avait créé 2 ans auparavant, 200 € par mois, se situant actuellement à un peu moins de 5 000 €. Elle a regardé les onglets pendant un moment. 5 d'entre eux ouverts en haut de l'écran. Fonds de réparation maison, plan d'épargne retraite, congé payé, compte d'études de Léa, et le compte bancaire où son salaire arrivait et où l'argent restait brièvement avant de partir ailleurs. Il n'y avait pas d'onglet pour elle-même. Pas de compte d'épargne, pas de fonds de voyage, pas de supplément de retraite,
rien qui portait son nom en tant que bénéficiaire plutôt qu'en tant que contributrice. Elle avait un plan d'épargne retraite avec l'apport de l'employeur et un compte courant qui faisait sortir l'argent plus vite qu'il ne s'accumulait. C'était tout. Elle a fermé l'ordinateur portable. Dans la salle de bain, elle a passé de l'eau froide sur ses poignets, une habitude qu'elle avait développée au cours des dernières années lorsqu'elle avait besoin de rester présente dans son propre corps. Le choc de la température, une sorte de réinitialisation. Elle l'a fait plus longtemps que d'habitude. Puis elle a levé les yeux. Le miroir de sa salle de bain est le genre de base qui vient avec l'appartement, le rectangle argenté, au-dessus du lavabo qu'elle n'avait jamais remplacé, parce que le remplacer nécessitait un voyage dans un magasin d'articles pour la maison. Et elle n'avait jamais vraiment eu l'après-midi pour cela. Elle s'est regardée dedans. 35 ans. Des cheveux qu'elle avait eu l'intention de couper il y a 2 mois. Le visage particulier de quelqu'un qui est réveillé depuis 6 heures et est encore réveillé à 23 heures et n'est pas sûr de ce qu'elle fait à l'évier à 7 heures. Pas ce qu'elle faisait pour Amélie. Elle savait ce qu'elle faisait pour Amélie. La réponse à cette question était documentée au centime près. 174 000 € et ça continue. Organisé par année et catégorie avec une colonne de notes. Ce qu'elle faisait pour elle-même. La question est arrivée de la même manière qu'un mauvais résultat de laboratoire se lit quand on suspectait déjà le diagnostic. Silencieusement. Comme une information. Payais-je parce que je l'aimais? Ou payais-je parce que j'en avais besoin? Parce que si elle continuait à payer, si elle maintenait les virements et le tableur à jour, et les factures classées sous les reçus fournisseurs, elle n'avait pas à penser au fait qu'elle s'était tenue dans cette église avec une coupe de champagne et qu'elle avait souri. Elle avait dit les bonnes choses au bon moment. Elle avait porté un toast à un mariage qu'elle savait allait briser sa sœur, et elle l'avait fait avec une bonne posture, parce que c'était ce qui lui était disponible à ce moment-là. Et puis Damien avait brisé Amélie exactement comme Raphaël l'avait prédit, et Raphaël avait passé 5 ans à payer pour cela. La question était, pour laquelle de ces deux choses était le paiement? Elle n'y a pas répondu. Elle est restée à l'évier jusqu'à ce que l'eau devienne froide sur ses poignets, et que ses mains s'engourdissent légèrement et que le miroir de la salle de bain s'embue sur les bords à cause de la vapeur qui y avait été plus tôt quand elle avait pris sa douche, puis s'était éclaircie. Et s'est de nouveau embuée. Ou peut-être qu'elle imaginait cette partie. Elle a fermé le robinet. Elle est retournée à la cuisine. L'ordinateur portable était fermé sur la table, les 5 onglets toujours ouverts à l'intérieur dans l'obscurité, attendant. Elle l'a laissé là. Elle a éteint la lumière de la cuisine et est allée se coucher. Elle est restée allongée dans l'obscurité pendant un moment sans penser à quoi que ce soit de particulier. C'était soit la paix, soit l'évitement. Elle avait appris, quelque part au cours des 5 dernières années, qu'il n'y avait pas toujours de différence utile entre les deux. Au matin, le tableur était le même. Le chiffre était le même. Rien de ce qu'elle avait fait, ou pas fait dans la salle de bain, n'avait changé les faits documentés. Mais le tableur n'était pas le même document qu'il avait été hier, ou le mois dernier, ou pendant les 5 dernières années. Le chiffre n'avait pas changé. Les colonnes étaient à jour, les reçus classés, la colonne des notes attendait. Ce qui avait changé, c'était ce qu'elle s'était dit qu'il prouvait. Il avait été, pendant 5 ans, la preuve de quelque chose: amour, obligation, pénitence. Elle avait fait le tour de ces 3 mots à différents moments sans s'arrêter sur un seul. Maintenant, elle n'était plus certaine qu'aucun d'eux ne soit exact. La question à laquelle elle n'avait pas répondu était toujours là. La façon dont une question sans réponse reste là. Patiente, au même endroit où vous l'avez laissée, attendant que vous reveniez. Elle s'est levée. Elle a fait du café. Elle est allée travailler. Elle n'a pas fermé la colonne des notes. Elle n'a pas ajouté de nouvelle entrée. Pas encore. Le dernier virement a eu lieu un mercredi matin de fin novembre. 73 000 €, l'apport pour l'appartement d'Amélie sur l'avenue de la Libération, un 3 pièces au 2e étage d'un immeuble, avec de bonnes fondations et une place de parking, le genre d'endroit que l'on pouvait posséder plutôt que de louer indéfiniment. Et puis n'avoir rien à montrer pour les années passées là. Raphaël avait géré le virement de la même manière que tous les autres. Connecté, montant entrée, ligne de libellé remplie, confirmation. Elle le faisait depuis si longtemps que l'interface ne lui demandait plus de lire les invites. Ses mains connaissaient la séquence. Elle a ouvert le tableur après et a mis à jour le total. 214 000 €. Elle a regardé le chiffre un instant.
puis elle a tapé, dans la colonne des notes, année 6, virement final. Apport appartement Amélie. 73 000 €. Dossier clos. Sur le papier, elle avait fini. Elle a toujours été sceptique quant à sur le papier. Elle a fermé l'ordinateur portable et est retournée à la file d'attente des réclamations. 4 semaines plus tard, la veille de Thanksgiving, ses parents ont organisé ce que Carole appelait le rassemblement anticipé ou juste la famille proche. 12 personnes. Prévu la veille du jour férié, car certains des cousins Dubois se rendaient à Paris pour le jour de la dinde et ne revenaient que le dimanche. C'était plus petit que Noël, moins orchestré. Gérard a fait griller de la poitrine de dinde sur la terrasse arrière parce que le four était plein. Tante Brigitte a apporté un gratin de haricots verts, le genre en conserve, avec les oignons frits d'une boîte, que Raphaël a mangé sans commentaire. Raphaël a apporté une tarte aux noix de pécan qu'elle avait faite de toutes pièces, la garniture bien prise, ce qu'elle considérait comme un petit exploit personnel et qu'elle n'a mentionné à personne. Amélie est venue avec Léa et Jules. Léa était dans une phase où elle refusait de porter quoi que ce soit sans poche et était arrivée dans une salopette en velours côtelé avec 4 poches. Jules, 5 ans et nouvellement sûr de tout, avait des opinions sur où s'asseoir et les exprimait. Ils allaient tous les deux bien. Léa a montré à Raphaël une dent branlante. Jules a mangé 3 petits pains et a dû être redirigé loin d'un 4e. C'était un rassemblement anticipé de Thanksgiving normal. Raphaël se tenait au comptoir de la cuisine et coupait la tarte et regardait cela être un rassemblement normal, et se laissa, pendant quelques minutes, croire que c'était ce que c'était. Carole racontait à tante Brigitte l'histoire de l'appartement depuis qu'elles étaient arrivées. Raphaël pouvait l'entendre de la cuisine. Carole avait une voix qui portait, toujours, une projection d'enseignante qu'elle n'avait jamais désapprise. Elle l'a achetée, Brigitte, toute seule. Je ne sais pas comment elle a réussi ça avec un salaire d'aide-soignante, mais c'est Amélie. Têtue comme une mule. Tante Brigitte a fait les sons appropriés d'admiration. Raphaël a posé une tranche de tarte sur une assiette et l'a mise de côté pour Léa, qui avait demandé une petite part sans noix, ce qui était une position raisonnable. Elle tendait la main vers la tranche suivante quand elle a entendu Amélie parler. Il a fallu beaucoup de sacrifices. 3 mots qui étaient techniquement vrais et qui étaient aussi, de la manière dont les choses techniquement vraies peuvent l'être, quelque chose d'entièrement différent. Pas du travail acharné. Pas des économies ou des réductions ou une planification minutieuse. Sacrifice. Le mot était précis d'une manière que les accidents ne produisent pas. Amélie l'avait choisi parmi tous les mots disponibles et l'avait placé devant tante Brigitte et Carole et Gérard, qui revenaient de la terrasse avec la dinde, et les mots sont restés là dans la cuisine de la maison de ses parents, faisant exactement ce qu'Amélie avait l'intention de faire. Raphaël a levé les yeux du comptoir. Amélie la regardait. Pas comme on croise le regard de quelqu'un par accident dans une pièce, la légère surprise, le bref hochement de tête, le fait de passer à autre chose. C'était délibéré. Amélie s'était détournée de tante Brigitte et regardait directement Raphaël de l'autre côté de la cuisine, à une distance d'environ 4 mètres, et son expression n'était pas ce que Raphaël s'attendait à voir là après 6 ans de silence. Ce n'était pas de la culpabilité. La culpabilité est une expression fermée. Elle veut s'excuser, ou expliquer, ou se retirer de ce qu'elle sait d'elle-même. Ce que le visage d'Amélie faisait était plus ouvert que la culpabilité et plus terrible. Elle regardait Raphaël comme on regarde quelqu'un à qui on doit une dette si grande que l'admettre exigerait de démonter toute l'histoire de sa vie. Gratitude et appréhension dans le même arrangement de traits, le visage de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit. Et a pris sa décision quant à savoir s'il faut le payer. Raphaël a maintenu le regard. 1 seconde. 2. 3. Amélie a détourné le regard la première. Elle s'est retournée vers tante Brigitte et a dit quelque chose à propos de la vue du 2e étage. Et tante Brigitte a dit que cela semblait charmant. Et Carole a dit qu'elle était tellement fière. Et Gérard a posé la dinde sur le comptoir et a demandé si quelqu'un avait vu la fourchette à découper. La cuisine a repris. Tout a repris. Raphaël a posé le couteau à tarte. Elle est allée à la salle de bain au bout du couloir et a passé de l'eau froide sur ses poignets et est restée là jusqu'à ce que la sensation dans ses mains soit plus de la température que toute autre chose. La salle de bain avait une estampe encadrée au mur, une aquarelle de tournesol que sa mère avait achetée dans une foire artisanale il y a 15 ans et qui avait déménagé dans 3 pièces de cette maison sans jamais être remplacée. Raphaël avait passé un temps considérable à la regarder au fil des ans,
dans divers états de besoin d'être ailleurs que dans la cuisine. Elle la regardait maintenant. Puis elle a séché ses mains sur la bonne serviette et est ressortie. Elle a dîné de Thanksgiving à la table de ses parents. Elle a pris une deuxième portion de dinde et a dit à Gérard que la saumure avait bien fonctionné. Elle a aidé Léa à extraire la dent branlante au-dessus de l'évier après le dessert, qui est sorti sans drame et a été enveloppée dans une serviette en papier et placée dans la poche gauche de Léa. Elle a dit au revoir à 20h30 et est rentrée chez elle sur la 10 Sud avec la radio éteinte. Elle était chez elle à 21h. Elle a ouvert son ordinateur portable et elle a ouvert le tableur, pas l'onglet récapitulatif, pas la colonne des notes, mais le fichier complet, les 6 années entières, c'est 147 pages. Confirmation de virement et facture et relevé bancaire et le numéro de dossier du Loiret, et reçu de thérapie et formulaire d'inscription scolaire, et une facture chirurgicale pédiatrique de l'hôpital des enfants d'Orléans. Tout ce qu'elle avait entré et sauvegardé et classé pendant 6 ans parce qu'elle avait appris il y a longtemps que le détail que l'on n'enregistre pas est toujours celui que quelqu'un demande plus tard. Elle a passé 2 heures à le compiler en un seul document, de la manière dont elle compilait les dossiers de sortie au travail méthodiquement, dans l'ordre, avec des sections à onglets. Elle les a étiquetés de la manière dont elle étiquetait tout, clairement, spécifiquement, sans fioriture. Logement d'urgence, frais juridiques, thérapie, éducation, frais médicaux, logement, 6 onglets pour 6 ans, 147 pages, 214 000 €. Elle a imprimé le document complet à l'imprimante du bureau le lendemain matin et l'a mis dans une enveloppe Kraft, de 23 par 30 cm, et a mis des onglets de 6 couleurs sur le bord droit afin que les sections soient trouvables sans chercher. Elle a mis son nom dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, de la même manière qu'elle mettait son nom dans chaque ligne de libellé, parce qu'elle avait toujours su que ce jour viendrait et qu'elle avait toujours eu l'intention d'être lisible quand il viendrait. Puis, elle a mis l'enveloppe dans son sac, le sac cabas en toile noire avec la poignée gauche effilochée. Et elle l'a laissé là. 3 semaines avant Noël. 22 proches dans cette maison. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Le dossier était sur sa table de cuisine depuis 3 semaines. Elle l'avait déplacé une fois de la table au comptoir, puis de retour, parce que c'était le genre d'objet qui avait sa propre logique gravitationnelle et n'appartenait nulle part ailleurs. 23 x 30 cm. Élastiqué. À l'intérieur du sac cabas en toile noire. Elle passait devant chaque matin pour faire du café, et chaque soir en rentrant chez elle, et il était toujours là. Les 3 semaines s'étaient écoulées dans ce qu'elle ne pouvait appeler qu'une dissociation organisée. Elle examinait les réclamations, elle faisait ses courses, elle a appelé sa mère 2 fois et a dit que tout allait bien. C'était le cas. Réveillon de Noël. 18h14. Son téléphone a sonné. Amélie. Le premier appel au pas un SMS depuis Thanksgiving. Raphaël a répondu à la deuxième sonnerie. Salut. La voix d'Amélie avait la qualité de quelqu'un qui avait répété. Joyeux Noël. Je voulais juste une pause. La phrase inachevée. Tout ce qui se trouvait à la fin est resté là. Tu viens demain? Oui, a dit Raphaël. D'accord. Plus qu'une pause. Bien. La ligne est restée ouverte. Elle pouvait entendre Jules quelque part en arrière-plan. Une question à propos de quelque chose. La voix de Léa répondant. Les sons ordinaires d'un mardi soir dans l'appartement d'Amélie, la vie que Raphaël avait financée pendant 6 ans, se déroulant normalement de l'autre côté d'un appel téléphonique. Elle a attendu. Amélie ne l'a pas dit. À demain, Amélie, a dit Raphaël. Oui. À demain. Elle a posé le téléphone face contre terre sur la table et est restée assise là. Elle a failli appeler sa mère pour dire qu'elle était malade, un mal de tête, quelque chose de potentiellement contagieux. Carole aurait dit de se reposer, et 2 minutes plus tard, le dossier serait allé au recyclage, et ce serait la fin. Elle a failli mettre le dossier au recyclage sans l'appel téléphonique, juste défaire 3 semaines de travail en silence, le tableur existant toujours si elle en avait besoin. Elle a failli ne pas y aller, pas d'excuses, pas d'explications, le silence continuant, 6 ans devenant 7. Le poids d'avoir raison, elle l'avait appris, n'est pas toujours plus léger que le poids d'avoir tort. Elle est restée assise avec le dossier sur la table et a pensé au mariage, pas à toute la journée, 2 moments polis par la manipulation. Le premier était avant, la fête de fiançailles à l'appartement d'Amélie, au printemps. Elle avait entraîné sa mère dans la cuisine et avait dit, doucement, qu'elle était inquiète pour Damien les choses spécifiques, la tenue qu'il avait choisie pour Amélie,
la façon dont il l'avait interrompu 2 fois, la blague à ses dépens qui était tombée un peu à côté. Sa mère l'avait regardé avec l'expression qu'elle réservait aux informations qu'elle avait décidé de ne pas recevoir. Tu cherches la petite bête. Tu es jalouse parce qu'elle a trouvé quelqu'un. Raphaël avait réessayé, sa mère avait dit, avec la finalité d'un tiroir qu'on ferme, arrête de semer le trouble. C'est une soirée joyeuse. Raphaël était retourné à la fête et avait félicité Damien et avait tenu le coup pendant 4 heures. Le second était le mariage. 8 mois plus tard. Elle se tenait à l'autel dans la robe de demoiselle d'honneur. Rose poudrée, bouquet dans les 2 mains. Damien devant, regardant la porte. Quand Amélie est entrée, son visage, le regard de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il avait décidé être le sien. Raphaël s'était tenu droite, avec son expression professionnelle et n'avait pas bougé. À la réception, quelqu'un a dit quelque chose de drôle et elle avait ri, sincèrement, parce que la blague était drôle. Elle s'était tenue là dans la robe rose poudrée avec une coupe de champagne, riant d'un vrai rire, et en dessous il y avait tout ce qu'elle savait qu'elle avait dit ce qui devait être dit, que personne n'avait écouté. Que dans 8 mois elle conduirait à l'appartement d'Amélie à 2 heures du matin. C'était l'histoire de sa vie dans cette famille. Dire la vérité, être ignoré, trouver un autre moyen. Pas cette fois. La pensée est arrivée doucement. Elle n'était pas une personne dramatique. Pas cette fois, et non pas parce qu'elle avait besoin d'être justifiée. Le point était Léa, qui avait 7 ans, et Jules, qui avait 5 ans, et le fait qu'un jour ils seraient assez âgés pour demander comment ils en étaient arrivés là où l'appartement, la thérapie, l'opération, toute la forme cohérente d'une vie après que tout se soit effondré. Il y avait une version de cette histoire avec Raphaël dedans, et une version qui ne l'avait pas. Elle était la seule personne de cette famille à pouvoir déterminer laquelle survivrait. Elle a pris le sac et l'a posé près de la porte. Elle a fait des pâtes quelque chose qui nécessitait de regarder l'horloge et rien d'autre, et les a mangées debout au comptoir. Elle a lavé la casserole. Elle a lu quelques pages du roman qu'elle n'avait pas fini. Elle a réglé son réveil pour 9 heures du matin. Elle est allée dormir. Elle est arrivée à midi avec le gratin de haricots verts et son nom sur le ruban adhésif au fond du plat. Elle l'a posé sur le comptoir, a serré des gens dans ses bras, a accroché son manteau au dossier d'une chaise. Elle a posé son sac par terre près de la porte. Personne n'a demandé ce qu'il y avait dans le sac. À 13h30, Léa était à son coude avec un morceau de papier. Tante Raphaël, je t'ai fait un dessin. Une maison à un carré avec des fenêtres et une porte. Un arbre devant, fait au feutre vert et orange. Au-dessus de la porte, dans les capitales soignées d'une enfant de 7 ans fière de son écriture, notre maison. C'est magnifique, Léa, a dit Raphaël. Elle le pensait. Elle a plié le dessin et l'a mis dans la poche de son manteau. Elle a envoyé Léa et Jules à l'étage. Les enfants ont mangé à la table pliante et ont été envoyés à l'étage pour un film à 16h. Et les adultes se sont installés à la table principale et le dîner de Noël a commencé. 22 personnes. Gérard en bout de table. Raphaël avait le gratin de haricots verts et le gratin de poulet à la texane. Elle a mangé. Elle a fait passer les plats. Le sac était près de la porte. Carole, verre de vin à la main en son deuxième, avait son téléphone sorti montrant à Denis, le mari de tante Brigitte, des photos du nouvel appartement d'Amélie. Tu crois qu'elle l'a acheté toute seule? Gérard a hoché la tête du bout de la table. Quelqu'un a demandé si Amélie avait besoin d'autre chose pour son nouvel endroit. Carole a regardé Raphaël. Raphaël, tu devrais participer pour un canapé. Tu t'en sors bien. Ça signifierait beaucoup. J'ai aidé Amélie, a dit Raphaël. Doucement. Je veux dire, financièrement. La voix de Carole a pris le ton de quelqu'un qui clarifie un malentendu. Elle travaille si dur. Gérard a posé sa fourchette. Ta sœur se noie. Sa voix avait changé le volume qu'il utilisait quand il avait choisi son camp. 6 ans qu'elle fait ça seule, et tu ne peux pas te donner la peine de bouger le petit doigt. La table est devenue silencieuse. La fourchette de tante Brigitte s'est arrêtée à mi-chemin. La plus jeune de Théo a arrêté de déballer le sucre d'orge de son chausson. 22 personnes, aucune ne respirant normalement. Raphaël a posé ses mains à plat sur ses cuisses et a compté jusqu'à 4. Puis elle a regardé Amélie. Amélie regardait la table. La nappe,
le tissage spécifique ou plus intéressant, apparemment, que n'importe quoi dans la pièce. Raphaël l'a regardé exactement le temps qu'il a fallu pour comprendre ce qu'elle regardait. Elle a repoussé sa chaise, a marché jusqu'à la porte, a pris le sac et l'a ramené à la table. Elle a sorti l'enveloppe Kraft 23 par 30 cm, avec des onglets de 6 couleurs et l'a posée. La pièce était silencieuse. 6 ans, a-t-elle dit. 214 000 €. 23 virements bancaires. Chaque reçu. Chaque ticket modérateur. Chaque caution de loyer. L'opération de Jules, 41 000 €. L'école de Léa, 3 ans. La certification d'Amélie. L'apport pour cet appartement. Elle a ouvert le premier onglet. Logement d'urgence, première année. Son relevé bancaire. 18 000 €. Raphaël a remercié dans la ligne de libellé, parce que je mets toujours mon nom dans la ligne de libellé. Elle a glissé la page au centre de la table. Je lève le petit doigt depuis 6 ans. Je ne vous l'ai pas dit parce que personne n'a demandé, et parce que j'ai appris il y a longtemps que ce que je dis dans cette famille est ignoré. Elle a marqué une pause. Voilà à quoi ressemble lever le petit doigt au poing. Elle n'a pas regardé sa mère. Elle n'a pas regardé son père. Elle a regardé Amélie. Amélie a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais de la pression de quelque chose qui était sur le point d'arriver, et puis ne l'a pas fait. Sa bouche s'est ouverte. La pièce a attendu. Rien n'est sorti. Pas un mot. Raphaël l'a regardé pendant 3 secondes. Elle a compris parfaitement. Elle avait fini. Carole a ouvert la bouche. Gérard s'est tourné vers la fenêtre donnant sur le jardin. Vers rien. Vers le givre sur l'herbe de décembre, où il n'y avait jamais rien à regarder. La main de tante Brigitte est allée à sa bouche. Raphaël a fermé le dossier. L'a remis dans le sac. Nous avons fini ici. Elle a pris son manteau. Elle a marché jusqu'au comptoir et a soulevé le plat de gratin de haricots verts son nom toujours sur le ruban adhésif, parce qu'elle l'avait fait et qu'il était à elle, et qu'elle ne le laissait pas à cette table. Joyeux Noël, a-t-elle dit à la porte. Elle l'a refermé derrière elle. Pas un claquement. Le clic doux et délibéré d'un loquet. Elle s'est tenue sur le porche. 3 secondes. La rue était devenue silencieuse, comme les rues d'Orléans deviennent silencieuses l'après-midi de Noël, tout le monde à l'intérieur, le quartier retenant son souffle. De l'autre côté de la route, une guirlande lumineuse continuait de clignoter. Allumée et éteinte. Le rythme patient de quelque chose qui avait déjà été corrigé et ne le savait pas encore. Elle est allée à sa voiture. Elle est restée assise sur le siège conducteur pendant 2 minutes avant de démarrer le moteur. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas quelqu'un qui pleure en voiture, ou en général, ou du moins pas là où cela peut être observé et catalogué et mentionné plus tard. Elle est restée assise les mains sur les genoux, et le plat de gratin de haricots verts sur le siège passager encore tiède, légèrement, et elle n'a pensé à rien de particulier pendant 2 minutes. Puis elle a sorti son téléphone. Marguerite Bernard était son avocate chez Bernard et associée depuis 4 ans. Planification successorale. Surtout un testament. Une mise à jour du bénéficiaire après sa dernière promotion. Rien de dramatique. Le bureau était fermé pour les fêtes, ce que Raphaël avait anticipé. Elle a appelé quand même et a laissé un message vocal. Marguerite, c'est Raphaël Mercier. J'ai besoin de créer une fiducie directe pour 2 mineurs Léa et Jules Leroy. Je passerai après les fêtes. J'ai toute la documentation. Elle a raccroché. Elle a démarré le moteur. Elle a roulé 2 pâtés de maison avant de s'arrêter sur le parking d'une pharmacie car elle n'était pas encore prête à rentrer chez elle. Et un parking de pharmacie un après-midi de Noël est l'un des rares endroits à Orléans où personne ne fera attention à une femme assise seule dans sa voiture. Elle a tapé le SMS à Amélie 3 fois. La première ébauche faisait 6 phrases et en disait trop. La seconde était une phrase et ne disait rien. La troisième est celle qu'elle a envoyée. La fiducie est mise en place pour Léa et Jules. Bernard et associé vous contactera pour les documents. Les enfants sont couverts. Je ne continuerai pas l'arrangement informel. Elle l'a lu une fois. Elle l'a envoyé.
Elle a posé le téléphone face contre terre sur le siège passager à côté du plat de gratin et est restée assise là pendant que le moteur tournait et que l'enseigne de la pharmacie clignotait dans la lumière grise de l'après-midi. Amélie n'a pas appelé cette nuit-là. Elle n'a pas appelé le 26 non plus. Raphaël est allé travailler le 26. L'hôpital fonctionnait avec un personnel réduit. Et il y avait toujours des réclamations qui s'étaient accumulées pendant les fêtes. Et elle en a traité 47 et a mangé son déjeuner à son bureau. Et est rentrée chez elle à 18h30. Le 27 à 11h du matin, son téléphone a sonné. Le nom d'Amélie sur l'écran. Raphaël l'a regardé. Elle a compté les sonneries 4, 5, 6 et elle a laissé passer à la messagerie vocale. Elle n'a pas écouté le message vocal. Pas ce jour-là. Ce soir-là, elle était assise à sa table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Le tableur était toujours là où les 6 années entières. 147 pages. Chaque ligne qu'elle avait entrée et chaque note qu'elle avait ajoutée à la colonne des notes. Toute l'architecture documentée d'une vie qu'elle avait financée à distance et en silence. Elle l'a regardé un instant. Puis elle a fait un clic droit sur le fichier et l'a déplacé dans un dossier qu'elle a créé et étiqueté clos. Elle ne l'a pas supprimé. C'était de la documentation. La documentation ne se supprime pas. Elle a ouvert un nouvel onglet. Meilleur moment pour visiter le Portugal en février. Il y a 6 ans, elle avait ouvert un tableur et tapé la première ligne, janvier 3000 €, logement d'urgence. Elle avait commencé une deuxième voie de vie parallèle à la sienne, celle où elle envoyait de l'argent et restait silencieuse et souriait à Pâques et disait « C'est vraiment super, maman » au téléphone pendant que la confirmation de virement était ouverte sur son écran. Elle avait vécu sur cette voie pendant 6 ans et elle y avait été très douée. Elle en avait fini d'être douée pour cela. Elle a fait défiler les résultats de recherche. Février était la basse saison, température douce, vol moins cher, le genre d'informations de voyage qu'elle avait lu sur d'autres endroits pendant des années et qu'elle n'avait jamais utilisé. Elle a trouvé un onglet sur Lisbonne spécifiquement et a lu sur la lumière en février, qui était apparemment ce pourquoi les gens y allaient. C'était une raison raisonnable d'y aller. Elle a plongé la main dans la poche de son manteau. Le dessin était toujours là, plié en 4. Elle l'a déplié sur le bureau à côté de l'ordinateur portable. Feutre vert et orange les couleurs de Léa, apparemment, pour une maison avec un arbre devant et une porte au milieu et 4 fenêtres, 2 en haut et 2 en bas. Au-dessus de la porte, dans les capitales soignées de quelqu'un qui venait d'être fier de son écriture, notre maison. Raphaël l'a regardé l'appartement de l'avenue de la Libération, le 2e étage, la place de parking, les bonnes fondations. L'appartement d'Amélie, dont l'apport provenait d'un dossier dans un sac cabas en toile noire avec une poignée effilochée, et que Léa avait dessiné pour sa tante en vert et orange sans rien savoir de tout cela, parce que Léa avait 7 ans, et que c'était sa maison, et c'était suffisant. Raphaël a posé le dessin sur le bureau. Elle ne savait pas ce qu'elle en ferait. Elle n'avait pas à décider ce soir. Elle a réservé les vols pour Lisbonne, le 7 février, retour le 17, 10 jours. Vol direct d'Orléans à Roissy, Roissy à Lisbonne, 212 € l'aller simple avec un bagage cabine inclus. Elle a entré son numéro de carte de crédit. Elle a examiné l'itinéraire. Elle a confirmé la réservation. L'email de confirmation est arrivé en 11 secondes. Elle l'a lu une fois et a fermé l'onglet. Pour la première fois depuis très longtemps, l'argent que j'ai dépensé était pour moi.